Moi, mon souvenir un peu symbolique de l'échec, c'est quand même quand j'ai fait une première partie à l'Olympia. Ah bah tiens, son nom m'échappe évidemment. Un grand crooner, Paul Anka. Et je devais faire 5 sketchs. Je suis venue péniblement à bout en me faisant huer par tout l'Olympia. Et ça doit pas être très très agréable, on va être honnête. Elisabeth Buffet est l'invitée de ce 31e épisode d'Essaye encore. Salut et bienvenue, moi c'est Geoffrey. Essaye encore, c'est le podcast qui dédramatise l'échec. En gros, si tu viens là pour la première fois, je t'explique. Le principe est extrêmement simple. Je reçois des gens connus ou moins connus et avec eux, on parle de toutes ces fois où ils sont tombés, où ils se sont mangés des murs, pris des gifles, où ils ont mangé leur mort. Et on découvre avec eux que c'est pas si grave que ça finalement. Ils ont appris des trucs, ou carrément ils ont changé de voie, ou même ça les a fait progresser. Bref, c'est pas grave de se tromper. Voilà le leitmotiv de ce podcast. L'épisode précédent, c'était Verino. Si t'as pas suivi, là non plus, je te remets au parfum. Verino, waouh, vieille expression, je te mets au parfum. Verino était donc l'invité de l'épisode précédent. Avec lui, il était vachement cool cet épisode. Quasi une heure d'intelligence avec Verino. Ah, c'était superbe. On a discuté de plein de choses avec lui. On a découvert que ces vidéos Dis donc Internet sont nées d'un échec, en fait. Là aussi, encore une fois, comme quoi on peut tirer du bon du mauvais. On a aussi parlé du rire dans les camps de concentration. Enfin voilà, ça c'est juste pour te donner envie. L'épisode est dispo partout sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et compagnie. Et si tu veux suivre tout cela, il y a un compte Insta qui existe pour le podcast. Ça s'appelle Essaye encore podcast. D'ailleurs, inscris-toi aussi à la newsletter qui va arriver en 2022. En fait, on est en 2022 quand l'épisode sort là. On est le 1er janvier. Donc ça va arriver sous peu. Voilà. Inscris-toi à la newsletter pour ne rien louper. On parlera d'échecs. Je te parlerai des invités qui sont venus. Je te parlerai des invités qui vont venir. Et puis, je te parlerai d'échecs en général et de plein de choses, des bouquins que je lis, etc., etc. Bref. Donc, inscris-toi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'épisode va commencer maintenant, le 31, parce qu'on est l'épisode du 31 des fêtes. Non. On se calme avec les jeux de mots, faut arrêter. Épisode 31 donc, avec Elisabeth Buffet, ça va commencer là sous peu. Elisabeth Buffet, c'est une comédienne humoriste de 56 ans qui voulait être danseuse étoile petite, mais ses parents ont dit non, alors elle a pas fait danseuse étoile. Elle a fait études de commerce, puis elle vendait pas bien les bas au porte-à-porte, alors du coup elle est devenue comédienne, et ça marche plutôt pas mal. Alors elle va nous raconter que ça n'a pas marché bien du premier coup, évidemment, vous vous en doutez. Dans sa famille, d'un point de vue familial en tous les cas, c'était pas nécessairement bien vu de parler de cul sur scène. Et puis, dans sa vie perso, on va pas parler d'échecs, mais plus de regrets. Elle est toujours célibataire à 56 ans et n'a pas d'enfant. C'est un regret, pas un échec, un regret. On aborde tout ça avec elle. Ça commence maintenant, épisode 31 de la nouvelle année, premier épisode de 2022. Merci d'être là, en train d'écouter. Et puis, ça commence là, tout de suite, c'est parti, go. Bonjour Elisabeth Buffet. Bonjour Geoffrey, je connais pas ton nom de famille, tiens, nous ne passons déjà pas à égalité. Geoffrey Deloup, mais bon, finalement... C'est pas non plus important. Non, pas du tout, c'est pas, non, c'est tout collé, de loup. Alors, au revoir! Écoute, non, j'aurais aimé. Moi, ça aimé. C'est un regret, oui, d'avoir une particule, j'aurais adoré. C'est vrai? Ouais. Je suis de Versailles, donc forcément, voilà. Oui, je peux t'appeler Elisabeth de Buffet si tu veux pendant toute le... Oui, berce-moi avec des illusions, ça me fera plaisir. Concrètement, alors j'ai une seule question vraiment préétablie dans le podcast, tu vas voir, elle est extrêmement compliquée. Quoique, c'est qui es-tu? Ah oui, t'as raison, c'est d'une simplicité. Alors, Elisabeth Buffet, profession humoriste, comédienne, et 56 ans, ça commence à piquer, célibataire, sans enfant, et habitant en région parisienne. Ouais, voilà, c'est moi. C'est pas mal résumé, d'accord. Donc toujours célibataire alors, on n'a pas trouvé... Toujours, toute ma vie quasiment. Je me rappelle de passages de spectacle effectivement où c'était déjà un poids, hein. J'ai eu effectivement pas mal de loupés au niveau sentimental. Oui. Ça tombe bien, on est là pour parler d'échecs. Alors juste, si je te pose la question justement, ce serait quoi la première chose qui te vient à l'esprit si je dois dire qu'est-ce que t'as raté? Quelle est la chose qui te vient à l'esprit? Alors, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est je n'ai pas tenu tête à mes parents sur ma vocation de danseuse étoile, évidemment, parce que je voulais être danseuse étoile, sinon rien. Et j'adorais la danse classique et tout ça, et ça me passionne toujours d'ailleurs. Et je regrette de pas avoir, j'ai raté ma vocation de danseuse. Ah ouais. Mais je me suis vengée en boîte de nuit. Je me suis trémoussée allègrement, ça m'a un peu consolée. D'accord, mais d'accord. Ah oui, tu voulais être danseuse étoile. Alors comment ça se fait? Enfin, d'où t'as...
Alors, du coup, mes parents étaient pas tellement chauds. D'abord, tout ce qui était carrière artistique chez nous, c'est vrai que c'était pas très bien vu parce que c'est des saltimbanques, il y a plein d'homosexuels et des gens, des pervers, en gros, tu vois. J'étais très déçue d'ailleurs en rentrant dans l'univers artistique parce que c'est pas du tout comme ça. Et du coup, j'ai suivi une ligne, voilà, d'études plus classiques. Et puis après, du coup, mon corps a changé. Je pense que je n'ai pas un corps de ballerine d'opéra de toute façon. T'es plutôt charentaise que ballerine. Oui, c'est ça, exact. Ah oui, très charentaise maintenant. Et comment ça s'est passé? Alors du coup, t'as pas tenu tête, mais ça a été, ou c'était conflictuel avec tes parents? Non, ça a été parce qu'à l'époque j'étais une enfant obéissante, mais ça a été plus conflictuel quand j'ai quand même réitéré 10 ans après en disant je veux quand même être dans l'artistique, mais du coup j'ai choisi le théâtre qui était plus à ma portée, on va dire. Physiquement et au niveau de la discipline c'est quand même plus aisé et oui ça a été un peu conflictuel à ce moment-là, oui, et quand j'ai fait de l'humour et en parlant de cul ça a été encore plus conflictuel. Ah oui, il y a eu cette partie un peu je n'aime pas que tu parles comme ça sur scène. Oui, mon père il m'a demandé de changer de nom quand même, hein. Ah ouais. Je lui ai répondu que j'étais pas une actrice porno. Voilà. C'est déjà ça qui se console. Et après, il a été un peu plus fier quand j'ai commencé à avoir un petit nom, à remporter ce qu'eux ils pouvaient considérer presque comme des diplômes, de passer chez Drucker, c'est comme un diplôme, d'avoir des prix chez Juste pour rire à Montréal, c'était comme un diplôme. Donc ça les a rassurés en fait. C'était que de la peur, je pense, leur oui. en fait. Mais ça, j'ai réalisé bien après. Et alors, quand tu veux faire danseuse étoile et que non, comment tu le vis? Je le vis bon an mal an, c'est-à-dire que l'injonction parentale était plus forte donc dans ma tête, donc je me suis pliée, j'ai fait des études de commerce qui m'ont plu. En plus, moi je suis assez adaptable en plus, donc ça m'a plu. C'est après que ça a été plus compliqué parce que je suis nulle en commerce, je ne sais pas négocier. Mais vendre des trucs, attends, j'ai fait VRP quoi, c'est-à-dire que j'allais toquer aux portes en vendant des trucs, c'est hyper, j'ai pas le tempérament pour ça, j'ai pas de bagou. J'ai pas si je vois que moi je dis est-ce que vous en voulez ou pas en gros, donc ça marche pas quoi. Oui, du coup c'est pas et au revoir quoi. Ouais. Est-ce que si t'avais vendu des sextoys ça aurait mieux marché, non? Parce que tu fais la revue pas mal d'un sextoy une fois, je me souviens. Oui, c'est vrai. Peut-être plus, j'aurais peut-être plus trouvé ma voie, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était des maisons à monter soi-même que j'ai vendues et des bas collants, et en été c'est pas facile de vendre des bas collants. Voilà. C'est sûr. Comment alors qu'est-ce qu'on peut dire de Elisabeth Buffet quand elle rate un truc? Est-ce que t'es en petite boule dans un coin de ta chambre ou pas du tout, parce qu'on sent le tempérament quand même de battante? Oui, mine de rien. Alors je suis très très sensible, donc quand je me prends des gifles au figuré, je pleure. Je me dis c'est la fin, je vais tout arrêter, etc. Et puis effectivement après regerme une énergie plus forte. Et d'analyse aussi de l'échec, parce qu'effectivement j'ai compris que l'échec était utile. J'adore la phrase, c'est aussi alors je sais plus si c'est Mandela ou je sais pas qui dit essaye, rate, réessaye, rate et tu y arriveras. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment. Alors du coup, j'ai peut-être beaucoup cumulé d'échecs en écoutant cette maxime. Mais c'est vrai que j'ai pas peur de l'échec, sachant que voilà, quand j'allais les premières fois où je montais sur scène, j'avais tellement peur que ça se passe pas bien, j'avais l'impression d'aller à l'échafaud. Puis quand j'ai réalisé que même quand ça se passe pas bien, on n'en meurt pas, et qu'au contraire, effectivement, en général, on est meilleur le lendemain, alors que le lendemain d'un succès, on est moins bon. Moi, j'aime bien gérer l'échec, en fait, je crois. Peut-être qu'il y a un goût. J'ai toujours été un peu victime dans ma tête et dans ma vie. Peut-être qu'il y a un petit goût de la victimisation, mais qui se relève. Voilà. L'important, c'est de pouvoir se relever, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'aide à te relever alors? C'est comme tu parlais d'analyse, mais. Oui, c'est ça. J'essaie vraiment de me dire, mais pourquoi j'ai raté? C'est toujours essayer d'être meilleur, quoi. C'est vrai que j'ai toujours eu ce truc-là à l'école, d'être bonne élève, quoi. Donc je me dis si j'ai raté un 0, c'était très rare, mais bon, ça lui arrivait quand même. Mais du coup je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pas compris? Et du coup je travaillais beaucoup et je travaille beaucoup pour réussir la fois suivante. Mmh. Et c'est quoi alors travailler en humour? Comment tu travailles toi? C'est effectivement analyser, ne pas hésiter à remettre en cause son travail, son écriture,
L'écriture, moi, j'y porte un soin vraiment particulier. Je prends du temps pour écrire. Donc je peux passer un après-midi sur un mot, voilà, c'est ça le travail. Ça paraît anodin comme ça. Non mais c'est vrai qu'être exigeant en tout cas, c'est de l'exigence, c'est mettre la barre un peu haut et pas forcément tomber dans la facilité quoi. Alors c'est assez paradoxal du coup, est-ce que t'es assez, apparemment de ce que je comprends, enclin à dire bah c'est pas grave de rater, donc on pourrait imaginer que du fait tu te mets pas de pression, et quelque part du coup si. Oui, il y a quand même, je me mets quand même la pression. Mais je sais que voilà que c'est pas si grave de rater, même si j'ai horreur de ça. Mais si je me mets de l'exigence en tout cas. Il y avait Verino dans le dernier épisode qui disait que finalement on n'avait pas, enfin là où on pouvait rater, c'était sur l'investissement qu'on mettait nous. Après le reste, les gens aiment, n'aiment pas, ça fait un succès, pas un succès, ça c'est plus nous. Est-ce que t'es un peu partisan de cette idée, genre si tu rates, c'est vraiment ta partie entre guillemets? Oui, mais bon, plus tu travailles quand même, plus tu présentes un produit, même si le mot est pas très beau, mais un produit qui est au moins travaillé, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas, effectivement, l'humour, c'est ce qu'il y a de plus clivant au monde, donc effectivement, moi j'aime aussi être détestée, mais par contre, si j'estime que je suis détestée parce que j'ai pas travaillé, Ah oui. voilà, ça va pas le faire, quoi. Donc, au moins, je mets effectivement le maximum de chances de mon côté, en travaillant le plus possible. Et pourquoi t'es venu à l'humour? Alors bon, on a compris que tu vendais pas bien les bas, mais sinon. Sinon, je suis passée par des cours de théâtre en espérant devenir une grande tragédienne, voilà. Et finalement, j'aimais beaucoup ricaner dans la vie. Et au cours de théâtre, j'ai rencontré une copine avec qui on a monté un duo et on a commencé à écrire comme ça. Sachant qu'on aimait bien ricaner ensemble, on a essayé de transformer, voilà, en truc artistique. C'était pas très réussi au début, c'est pareil, on s'est mangé beaucoup de bides. Et il m'a fallu tous ces bides aussi à plusieurs, à deux, parce qu'après on a été à quatre, on a fait des chansons comiques, etc. Et c'est aussi tous ces ratages où je me suis dit, mais pourquoi j'y arrive pas? Et c'est ça qui m'a décidé aussi à y aller toute seule. Ratage entre guillemets, ça m'a permis quand même de petit à petit apprendre un peu à écrire, fréquenter le monde de l'humour. On faisait partie d'une scène ouverte hebdomadaire, donc petit à petit de se frotter aux gens qui démarraient. Il y avait tout le monde, hein. Il y avait Jamel, il y avait Le Moine, il y avait Élie et Dieudonné, il y avait voilà. Donc de voir et d'apprendre en le faisant quoi. Du coup ça forge et c'est vrai que je voyais quand même les limites j'attendais beaucoup de l'autre ou des autres si on était plusieurs et je me suis dit à ce moment-là vas-y toute seule puisque comme ça t'auras plus qu'à si t'es pas contente t'auras qu'à t'en prendre à toi-même quoi. Ah oui, il y a ce côté un petit peu alors perfectionniste mais aussi avec la difficulté entre guillemets de déléguer. Non, j'estime que parce que je mets tellement d'investissement dans ma passion que il faudrait que les autres en aient autant, ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, en tout cas, chacun, il y a une exigence un peu rigide. Donc les autres, ils travaillent pas assez, ils sont moins bons. Mais bon, du coup, ça m'a servi un peu de marchepied pour accéder au One Woman Show. D'accord, ok, très bien. On sent la détermination. Et alors, premier bid du fait, tu parlais des premiers échecs, alors que ce soit en groupe ou pas. Est-ce que tu as le souvenir d'un précisément? Oui, j'ai eu pas mal d'échecs parce que justement au début j'avais tellement de trac que ça me rendait mauvaise. C'était le mauvais trac, le trac paralysant. Donc j'abordais des fois mon spectacle avec une espèce de truc très serré, très pas détendu du tout, pas dans la notion de plaisir. Donc du coup les gens ne sentaient pas de plaisir, donc n'applaudissaient pas, donc je sortais dégoûtée. Mais les plus gros échecs, moi mon souvenir un peu symbolique de l'échec, c'est quand même quand j'ai fait une première partie à l'Olympia. La première partie de son nom m'échappe évidemment, un grand crooner, Paul Anka. Oui. C'est un crooner nord-canadien, nord-américain. Et du coup, à chaque fois qu'il vient sur Paris, qu'il fait l'Olympia, il prend une première partie humoristique. Bon, ça peut paraître un peu bizarre déjà à la base, mais bon, pourquoi pas. La fois précédente, il y avait eu Yann Stotz avant moi qui était passé, qui s'était fait écorcher vif sur scène quasiment par les spectateurs. Et il m'avait dit, mais tu verras, je suis sûr qu'avec toi ça ira mieux, toi tu parles de cul, ça doit passer, etc. Et je devais faire 5 sketchs, je suis venue péniblement à bout d'un en me faisant huer par tout l'Olympia. Ah oui, ça doit quand même être impressionnant. C'est horrible.
Et alors, plus ça huait, plus j'essayais quand même de parler plus fort, de couvrir les huées. On veut Polanka, ouh, dégage, bon, des trucs comme ça. Un public vraiment pas sympa. Et premier noir, donc après le premier sketch, et je sens qu'on me tire dans les coulisses par le bras. Et effectivement, c'était un des techniciens plateau qui disait bon, on va s'arrêter là, parce que c'est pas la peine d'aller au massacre. C'est pas la peine de souffrir plus. Mais alors du coup, j'ai eu le temps que d'abord il y avait un peu de sidération quand même, parce que c'était la première fois. Se faire huer, c'est violent quand même. C'est comme si tout le monde en même temps te foutait une baffe. Donc c'est pas évident. Oui, il y a ne pas rire, ça c'est déjà. Oui, mais alors voilà. ensuite huer, c'est le cran plus loin. Il y a les silences atroces, effectivement, de salles entières. Bon, on voit que ça marche pas, et on se dit bon bah je vais aller jusqu'au bout quand même. Mais se faire huer, oui, c'est vraiment c'est être non désiré à un point incroyable. Donc là c'est pareil, j'ai pleuré toute la nuit. Mais le lendemain, j'ai réessayé. Puis il n'y avait pas grand-chose à analyser à part les circonstances, le contexte. Oui, c'est ça. Les gens ils voulaient de la musique, ils savaient pas qu'il y avait une première partie. Bon, ça les a désarçonnés, d'accord. C'était pas moi en fait quand giflais, c'était l'humoriste avant Polanka. Voilà. Ouais. Mais il faut quand même digérer ça et se le dire. Oui. Et on a beau se le dire cérébralement, des fois, la sensation quand même de mal-être intestinal. Subsiste longtemps. Je veux bien le croire. Et alors, ça t'arrive de vouloir genre tout abandonner? Bon, là, pour le coup, tu te mettais pas en cause toi, vu la situation, mais est-ce qu'à d'autres moments, tu t'es dit, j'arrête ça, c'est pas pour moi, c'est trop difficile? Au début, oui. Donc Juste pour rire m'avait pris sous son aile dès le début, ce qui est agréable. J'ai pas eu à démarcher pour le coup, donc sachant que j'étais une mauvaise commerciale, ça m'arrangeait. Donc du coup, j'étais en développement chez Juste pour rire, et puis avec Roson, donc ils m'ont donné un théâtre. Enfin, ils m'ont proposé une programmation dans un théâtre, etc. Mais je débutais vraiment, et ça m'a collé une telle pression que c'est pareil, avec pas très bien entouré aussi au niveau artistique, donc pas de deuil vraiment pour m'aider sur l'écriture, sur la mise en scène, etc. Du coup, j'ai fait un truc vraiment minable, et Roson m'a dit si d'ici 15 jours c'est pas mieux, on arrête de te produire. Et du coup, alors c'est pareil, j'ai pleuré toute la nuit, en me disant ça se trouve je vais arrêter. Et en fait donc ils ont arrêté de me produire parce qu'effectivement j'étais pas bien, ça correspondait pas à leurs attentes. Et du coup, le fait qu'ils arrêtent de me produire, je me suis dit alors je fais plus que ça parce que j'en ai envie dans ma tête. Oui, et du coup, ça m'a libéré de toute pression, et le spectacle a fait des progrès incroyables. Et là, j'ai commencé à prendre du plaisir sur scène, parce que c'est quand même notre secret à nous humoristes, c'est ça, c'est s'amuser. C'est quand même un métier formidable. Ben oui, et on y revient par le fait donc cette case un peu gifle était obligée finalement pour que tu puisses justement derrière apprendre à prendre plaisir et t'enlever la pression. Voilà, moi c'est un peu à coup de baffe que j'apprends des fois. C'est-à-dire que je suis obligée d'aller au fond du truc je suis un peu lente. Voilà, ça c'est un peu mon problème. C'est que je fais tout lentement. J'ai commencé tardivement l'humour. Donc et puis après le temps que je digère et que je dissèque et que j'analyse, oui ça prend du temps. Donc voilà. Mais comme quoi, bon voilà, prenez le temps, c'est possible, c'est pas grave. Oui, à partir du moment où on ne dit pas c'est le public qui a rien compris, je suis en avance sur mon temps, les trucs, c'est jamais la faute du public, c'est toujours soi ou ce qu'on propose comme humour auquel les gens adhèrent ou pas, quoi. Et Juste pour rire était revenu alors après coup ou pas en disant, et du coup ils sont revenus. Ouais, d'accord. Oui. Une fois que j'étais libérée, comme ça y est, j'avais compris qu'il fallait que je prenne du plaisir sur scène, la pression, du coup, a été plus prise positivement. C'est-à-dire le petit trac qui fait que, oui, t'es encore meilleur devant des gens que quand t'es tout seul chez toi. Donc ça avait tout changé, et effectivement, c'est eux qui m'ont ensuite emmené à faire mon Olympia. En pensant cette fois sans Polanka. À Polanka, voilà, et en me disant, tiens, bien fait pour ça, grosse gueule à ce vieux con. Alors, t'as d'autres échecs peut-être à nous raconter? Alors, peut-être pas sur scène, tu parlais tout à l'heure de célibat. Est-ce que c'en est un en soi? Est-ce que tu considères ça un échec ou pas du tout? Disons que oui, moi j'ai quand même été éduquée bien sûr un peu à l'ancienne avec la notion que construire une famille, ça fait partie de la vie. Et c'est vrai que j'ai pas coché cette case-là. J'ai tout mis moi dans ma création.
Je pense que c'est ça qui a fait que j'étais pas assez capable dans une relation, d'être moi-même, d'avoir cette part libre de créer, de faire mes petits trucs dans mon coin et en même temps d'aimer et être aimé par quelqu'un. J'ai jamais réussi. Donc effectivement, oui, disons qu'il y a un petit regret de pas avoir su concilier les deux, mais c'est vrai que maintenant je le considère pas réellement comme un ratage. C'est plus un choix finalement de vie qu'autre chose. Oui, il a fallu faire une peut-être un peu par défaut, mais oui, voilà. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est pareil, il faut analyser, se dire bon mais pourquoi. Et en fait effectivement, je crois que je suis trop éprise de ma liberté à tout point de vue. Mais surtout mental. C'est vrai que moi, si je suis avec quelqu'un, je me transforme un peu comme selon ce que je crois qu'attend l'autre. Donc, oui. Ça fait que je prends un peu la forme de l'autre et je m'annihile et ça m'ampute en fait. Donc, je suis et ça finit hein. par te gêner toi forcément et puis. Ah bah oui. Et donc oui. Et puis du coup, la personne se retrouve avec quelqu'un dont il n'est pas tombé amoureux à la base. Parce que si je me transforme, ça va plus. Donc, c'était un peu inconciliable. Oui. Une éponge, donc, Elisabeth. C'est ça, à tout point de vue. À tout point de vue. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme... alors bon, si on a compris, c'est-à-dire digérer, analyser, puis remonter, y retourner. Mais comme réaction, est-ce que t'as besoin d'en parler ou est-ce que être avec toi, ça suffit quand ça bite, quand ça marche pas quel conseil peut-être tu te donnerais à des gens qui sont en ce moment dans des situations un peu d'échec? Ouais, c'est d'en parler. Je pense que c'est. Mais alors en parler à quelqu'un bienveillant, bien sûr. Et parce que rien que d'en parler, effectivement, déjà on l'exprime avec des mots. Donc les mots qu'on choisit sont souvent effectivement un peu des remèdes aussi, quoi. En parler artistiquement, c'est vrai que moi j'ai toujours eu besoin, par exemple, d'un metteur en scène, d'avoir un œil extérieur. C'est vrai que j'ai pas une vue, moi, à 360 de ce que je fais, donc c'est assez compliqué. Et oui, moi je pense que quand on rate quelque chose, il faut pas en vouloir en tout cas aux autres. Ça, je trouve qu'il y a effectivement parfois dans dans le discours, en tout cas un peu ambiant, faut pas juger les gens, faut pas. Bah si, quand c'est raté, c'est raté. Il y a un moment, il y a plus de qualité s'il y a pas de choses ratées. Moi, j'en ai fait des concours. Après, moi, j'étais dans les concours, je me disais toujours, je suis contente de gagner, mais je m'en fous si je perds. Ouais. Et ça, voilà, ça c'est. Mais on est quand même content de gagner. Et si on perd, faut se poser la question pourquoi. Mais c'est pas un drame. Mais sans, oui, voilà, c'est ça, sans en faire un drame, en effet. Bah oui, et sans façon, dire, puisque c'est comme ça, je vais faire coach personnel. Enfin voilà. Beaucoup de gens qui ont raté des choses se retrouvent coach personnel. On se demande comment. Beaucoup de gens qui ratent des trucs font des échecs des podcasts, sur l'échec derrière. Mais c'est ça. Bah, c'est pour ça peut-être que toi, c'est ça. Je vais finir coach en développement, je pense. Grâce aux gens que j'aurais reçus dans le podcast. En tout cas, c'est un très bon point de vue. C'est vrai que c'est pas bien vu l'échec, mais je trouve ça c'est merveilleux de rater, de se viander, de se croûter. Quand on voit les grands sportifs, enfin les gens qui tombent sur les pistes athlétiques, etc., et qui se relèvent et qui continuent, qui vont jusqu'au bout. Moi, je trouve ça merveilleux de se dépasser et de se dire, c'est pas grave, j'arriverai dernier, mais je vais arriver à la ligne d'arrivée quand même. Je trouve ça assez plus sublime que une réussite éclatante et rapide et voilà. Oui, avec entre guillemets pas d'effort, même s'il y en a eu quand même. Mais je veux dire, il y a pas cette remise en question de ces étapes-là. Oui, c'est plus joli la faille, forcément, c'est plus charmant. Bah oui. Voilà. On parle de charme en plus aussi avec Elisabeth. On parle de plein de choses. Le cul sur scène, il est arrivé. La transition est magnifique. Le cul sur scène est arrivé. Pourquoi il y avait cette volonté. Alors, je crois me rappeler que dans le spectacle, tu en parlais. C'était aussi en opposition par rapport à tes parents. Mais c'est vraiment ça ou c'était juste que c'était un créneau cool dans l'humour? Ben je sais pas, je pense que je suis restée une gosse pour qui dire zizi ou caca c'est toujours un peu interdit et donc ça me fait glousser comme une gamine quand on voit les enfants même encore maintenant quand ils disent caca ils sont morts de rire. Et ben moi c'est encore cas. C'est terrible. J'ai pas dépassé le stade anal, je crois. Ce sera la petite phrase que je vais extraire pour l'extrait. Donc effectivement, moi, en plus je trouve que c'est quand même
certainement à des cœurs, à des moteurs, encore plus que l'argent, parce que l'argent donne du pouvoir pour pouvoir aussi accéder à la séduction. Le cul, c'est vraiment le moteur de la Terre, quoi. Enfin, de l'humain. Et donc, effectivement, et c'est universel. Donc, c'est vrai que j'avais envie de m'exprimer là-dessus. Enfin, surtout, alors pour le coup, de mes ratages. Parce qu'en humour, c'est effectivement le ratage qui est drôle. C'est le clown qui tombe. C'est pas le clown blanc qui a l'air intelligent, on s'en fout. Donc, je sais pas, le cul, oui, je pense qu'il y a eu, voilà, il y a un côté ado, pas fini, avec lequel je serai enterré, je pense. Carrément. Je vois pas comment je pourrais évoluer. D'autres exemples d'échecs qui te viendraient à l'idée, de plantade dans d'autres domaines peut-être, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'il y a comme domaine? En jardinage, c'est inintéressant. Une fois j'ai planté un ficus, il est mort, voilà. Si, parce que par exemple la cuisine, ça c'est vrai que c'est gland, mais c'est très difficile d'accepter de rater un plat, je trouve. Ma mère, parce que bon, on a été éduqués, voilà, ma mère elle faisait à manger, et puis elle disait toujours voilà, j'ai tout raté. En général, elle venait en disant c'est pas terrible, voilà. Donc comme ça, alors ça c'est aussi une façon de se préserver de l'échec. Oui, elle descendait les attentes comme ça, voilà. Vous allez voir, c'est vraiment de la merde. Alors forcément on disait non, ça va, c'est pas si horrible que ça, tu vois. Et puis elle cuisinait bien en plus. Et ça malheureusement elle me l'a transmis à moi et mes deux sœurs. On est un peu inquiètes sur la cuisine, donc on peut se faire des nœuds. Des nœuds, mais vraiment, oui, des espèces de diarrhée, carrément, à l'avance, en disant, mon Dieu, je reçois mes amis, ça devient tout un truc. Et si c'est un peu raté, la cuisine, ça va pas compenser la bonne ambiance. C'est bizarre, parce qu'évidemment, un truc raté on va dire dans un contexte plutôt réussi, c'est ce truc raté que je vais retenir. Ah oui. Je sais pas. C'est le spectateur qui rit pas, alors que la salle entière rigole. Mais je pense que tous les humoristes sont un peu comme ça. Et c'est vrai que il suffit que j'ai essayé de faire quelque chose. Moi, j'ai fait des ratages de gâteaux immondes. Vraiment ignoble, dont tout le monde s'est foutu de la gueule. Et c'est vrai que ça me marque un peu, ça reste cuisant souvent après, comme à l'école, quand on n'a pas bien fait un truc, et puis que la prof, elle vous fait des remontrances devant l'ensemble de la classe. Il y a encore un truc un peu certainement de fierté, un peu, qui se fait pincer là, oui. Du coup, tu fais plus le même gâteau après. Du coup, j'ai acheté plein de matériel de pâtisserie comme une connasse parce que c'est très à la mode et que tout le monde fait de la pâtisserie. Donc j'ai des cercles, des trucs pour faire des nappages et machin, et j'en fais plus parce que ça m'énerve, et maintenant je fais que des plats salés qui se mijotent pendant 3 jours. On met tous les ingrédients dedans et puis voilà, c'est sûr. Et puis c'est fini, allez, on ferme la cocotte, au revoir. Ouais, c'est délicieux, c'est très bien. Faut des fois apprendre aussi, il y a toujours aussi la notion du domaine de compétence, c'est-à-dire qu'effectivement ça vaut le coup d'aller aux extrémités du domaine, mais de toute façon on peut pas être bon en tout, voilà. Voilà, c'est important de le savoir. De le savoir aussi, c'est vrai. Oui, des fois on dit aux gens. Alors c'est pareil, le leitmotiv de ce podcast, c'est essaye encore, c'est-à-dire oui, tombe, relève-toi, recommence. Mais ça veut pas dire acharne-toi sur un truc qui est pas fait pour toi non plus. Il y a cette nuance toujours à avoir. Mais c'est difficile ça. Oui. Quand on voit par exemple, j'ai pas vraiment d'exemple précis en tête, mais certains comédiens avec lesquels j'avais commencé. Et qui râlait en disant je comprends pas, ça marche pas, oui mais t'es mauvais gars. Et moi on m'a dit c'est mauvais, moi on me l'a dit, on m'a dit c'est mal écrit. C'est pas grave en soi, c'est pas une fin. Oui, ça peut s'améliorer, ces gens-là essayent de s'acharner, courent le cacheton. Enfin, il y a un côté extrêmement pathétique et douloureux dans cette démarche. Et il y a un moment, non, si les gens ne font pas appel à toi, c'est qu'il y a un problème quand même. Non, c'est tous des connards, ils ont rien compris. Non, je crois pas. Enfin, mais c'est difficile quand on aime, quand on a un but comme ça de passion et tout, c'est compliqué d'accepter. Mais oui. D'être nul. Après c'est nul dans un contexte, c'est une situation, peut-être que autrement ou plus tard ou avec d'autres gens, c'est différent, mais ou alors après c'est carrément une autre voie effectivement, mais oui, parce qu'on peut toujours transformer aussi du coup, se dire effectivement, j'aurais comme moi comme les gâteaux, t'es passé au salé. Comme les gâteaux, je suis passé au salé ou comme de la danse, je suis passé à l'humour. Voilà. En passant par la tragédie, voilà. Mais au moins je retrouve le même bonheur.
Certainement que si j'avais été danseuse. Oui, c'est le côté artistique, être sur scène en tous les cas qui se retrouvait là. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Elisabeth. Je vais finir avec le dernier petit segment qui est nouveau pour cette saison. Je demande aux gens qui ils aimeraient entendre raconter justement ce qu'elles viennent de faire, leur bide, leurs échecs, ou qui t'auraient aimé peut-être avant, des gens peut-être qui sont désormais décédés, qui auquel cas ce sera plus compliqué de mais qui t'aimerais entendre. Oui, moi j'aimerais bien, parce qu'il en a un tout petit peu parlé une fois dans une émission, entendre Alexandre Astier. Parce mon Dieu, oui. Il parlait de son personnage d'Arthur en disant ce qui est intéressant, c'est de montrer les failles de ce roi qui renonce, qui en a ras-le-bol, qui est dépassé, etc. Et j'aimerais bien, et lui qui pourtant quand même réussi dans plein de domaines, la musique, le cinéma, la série, et de voir comment lui il voit ça, l'échec. Mais je pense qu'il a bien digéré. Oui, j'imagine que ça doit. De toute façon, parler avec Alexandre Astier doit être de toute façon intéressant, quel que soit le sujet. Quel que soit le sujet, même si on parle de gâteau. Oui, c'est ça. Ou de ficus. Et pour le coup, tu le mentionnes lui parce que tu aimes ce qu'il fait, mais ne le connais pas du tout, ou tu l'as déjà croisé et c'est cette affinité qui fait. Non, tu connais pas. Je connais pas, hélas. Non, des fois, vaut mieux pas rencontrer ses idoles, ceci dit, en général. Ah ouais. Toujours un peu déçu. Peut-on être déçu d'Alexandre Astier? Vous avez 4 heures. Mais je suis sûr que je peux être déçu, je sais pas, par Dieu, j'en sais rien, tu vois. J'ai été très déçu par Dieu. Elisabeth Buffet est très déçue par Dieu. Mais en tout cas pas d'elle-même, et ça c'est finalement très important. Voilà, merci beaucoup. On est toujours un peu déçu de soi. Enfin, moi je suis jamais extrêmement satisfaite, en tout cas, forcément. Mais c'est mon moteur et ça s'améliore quand même un peu avec l'âge. Donc en plus, je peux un peu savourer quand même mes toutes petites victoires. Alors justement, tiens, en ce moment, parce que Covid oblige, comment t'as vécu un peu cette période? Est-ce que ça c'est un échec pour toi ou est-ce que c'est une réinvention? Oh là là, en tout cas, j'ai adoré le premier confinement. Parce que justement, plus de contingence, c'est-à-dire plus d'horizon. Donc le champ libre à mon imagination, c'est là où j'ai pu effectivement m'occuper que de mes petites vidéos incrustes où je faisais 40 heures de montage par semaine. J'étais heureuse comme tout, à apprendre tout Final Cut. J'ai adoré ça. Mais parce que j'ai de la ressource et que je peux faire du tricot, essayer de peindre un bouquet de fleurs, justement refaire un gâteau. Moi j'ai de la ressource, donc et j'étais pas inquiétée financièrement parce qu'en France on a de la chance, on a quand même un système pour les intermittents qui est assez fabuleux. Donc j'ai adoré ça. Après voilà, j'espère que ça va pas trop durer parce que il nous faut Puis j'ai essayé de réinventer le spectacle vivant, mais en réfléchissant à plein de trucs, à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Oui, beaucoup se sont essayés à la visio, tout ça. Mais le spectacle vivant, c'est du spectacle vivant. C'est-à-dire que oui, c'est intéressant de faire des choses en vidéo, mais ça n'a rien à voir. C'est une corde de plus, quoi. C'est autre chose. C'est ça, voilà. Très bien. Et c'est très utile pour maintenir le lien. Et tu tournes là en ce moment, je t'ai vu faire quelques dates là, t'es en tournée. Oui, ça a repris. Oui, merci. Ouais, puis 2022 va y avoir mon nouveau spectacle, les quelques dates qui restent de report de l'actuel spectacle et plus une pièce de théâtre que je tourne aussi en province, donc ça va être bien occupé. Bon, écoute, à partir du moment où tout va bien et que Omicron nous fout la paix, voilà. C'est ça. Écoute, je note, je t'apporterai un gâteau dans ce cas-là la prochaine. Ah oui, alors un beau. Mais fais par toi-même. Mais par moi-même évidemment, même s'il est pas bon, mais bien sûr, c'est ça. Merci Elisabeth de Buffet d'être passée. À bientôt. Merci à toi Geoffrey.